Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Alors, cette semaine, c'est une interview et on a la chance d'accueillir Gauthier Seyss. Bonjour Gauthier. Bonjour Raphaël, bonjour à toutes et à tous. Ravi de t'accueillir derrière le micro de Bulle de Bonheur. Alors, du coup, cette semaine, on va parler d'expatriation. Un sujet qui me touche particulièrement puisque j'ai été 15 ans expatriée. Mais toi, tu as monté une radio qui s'appelle la radio des Français dans le monde et qui est la première radio pour plus de 3 millions d'expatriés. Du coup, j'ai envie de t'interroger sur l'expatriation qui semble un sujet qui interroge, qui pose question. Mais avant d'en parler, je voudrais un peu te présenter. Tu as un solide cursus dans les médias, dans la communication et dans l'événementiel. Ce que tu aimes, c'est monter, booster et construire des nouveaux projets. Je te retrouve bien là dans ces valeurs-là, exactement comme toi. Tu fais de la radio et des animations depuis plus de 20 ans, donc c'est un sujet que tu connais bien et donc tu développes à max la radio des Français dans le monde, dans lequel d'ailleurs j'ai eu la chance de pouvoir avoir eu quelques interviews. Donc ça, c'est super chouette. Ah oui, t'es à l'aise derrière le micro, hein, Raphaël. Ah ouais, moi j'adore ça. J'adore ça. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Alors l'expatriation, un mélange d'excitation, de découverte, parfois de doute aussi. Comment trouver sa place ailleurs? Comment gère-t-on la distance, la nostalgie et les défis culturels? Donc dans cet épisode, on va explorer les dessous de l'expatriation, ses joies, ses difficultés, ces moments où chacun se dit «Oh, est-ce que j'ai fait le bon choix? Qu'est-ce que je fous ici?» Et donc, on va écouter tes conseils précieux, et surtout échanger autour de cette thématique. Allez, je change de regard. Dans tout ce que tu peux entendre, de toutes les personnes que tu as pu interviewer, la première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi les personnes choisissent de s'expatrier? Alors, déjà, la chose un peu originale, c'est que je suis à la tête d'un média qui parle exclusivement de mobilité internationale, sans jamais moi-même avoir vécu autre part que dans les Hauts-de-France. Il s'avère que je suis en homme de radio arrivé à la conclusion qu'il fallait développer un média audio pour les Français de l'étranger, parce que ça n'existait pas. Quand j'ai découvert ça pendant la pandémie, en fait, c'est pendant cette période-là que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de média pour ces 3 millions de Français. Et j'avais une émission quotidienne sur ma radio où j'interviewais beaucoup de Français de l'étranger. Et j'ai trouvé que le prisme de regarder la France, les Français, sa culture, par le prisme du Français qui vit hors de l'Hexagone, c'était très intéressant. Et de là, on a découvert, et c'est pour répondre à ta question, un panel extrêmement large, extrêmement diversifié de personnes qui vivent l'expatriation. Peut-être qu'il y a 30 ans, c'était exclusivement des boîtes françaises qui envoyaient des salariés quelque part dans le monde pour développer leur business. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. L'étudiant part au bout du monde pour se retrouver dans une université au Canada ou en Corée. Il y a le chef d'entreprise, toujours, évidemment. Il y a l'aventurier qui veut découvrir le monde, qui veut voir un peu ce qui se passe ailleurs. Il y a vraiment une pléiade très, très vaste, donc d'envie et d'attentes très différentes. Et ce que j'essaye avec la radio, c'est de couvrir tout ce panel, toute cette amplitude de différences qu'il peut y avoir chez l'un et chez l'autre, avec quand même ce point commun que finalement on s'éloigne de son pays natal, qu'on a des problématiques de santé, d'éducation, de culture aussi. Souvent, on me dit que c'est quand même en France qu'on trouve la plus riche culture. Et donc, j'échange. J'ai fait à ce jour presque 2500 interviews de Français qui se préparent ou qui vivent la mobilité. Donc, c'est vrai que j'ai un panel assez large. Et je pense que c'est surtout donc une diversité qui attend le Français qui va s'expatrier. Et ce vaste choix, on essaye de le refléter sur l'antenne de la radio. Voilà, il y a ceux qui partent parce qu'ils en ont marre d'être là, qui fuient un peu. C'est ce que j'allais dire parce que, tu vois, nous, ayant vécu à l'étranger, il y a aussi cette population qui vient immigrer et que je pense que c'est quelque chose d'assez nouveau, en fin de compte. Mais c'est-à-dire qu'on pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Alors, parfois, on se dit, oh là, je vais partir. On a ce discours, on prépare un dossier sur les clichés de l'expatriation. Le Français de France a souvent le cliché que l'expat part parce qu'il va gagner mieux sa vie ailleurs et qu'il aura moins d'impôts, etc. Ce qui s'avère, c'est que j'ai surtout constaté avec les interviews que j'ai menées que
le Français qui est loin de France se rend compte à quel point quand même la France est riche dans ses valeurs, dans ses infrastructures, dans sa qualité de vie, et que c'est difficile de retrouver tout ça quand on est loin de la France. Après, on part aussi parce qu'on peut découvrir des choses nouvelles, hein. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Par contre, ceux qui fuient, ceux qui partent parce qu'ils ne se sentent pas bien, ils se sentent rarement mieux ailleurs finalement. C'est pas forcément une solution. Mais cette diversité, je la trouve très intense, très originale, très passionnante, parce qu'on trouve vraiment de tout. Et il y a des gens qui sont contents de l'avoir vécu, mais qui sont contents de revenir. Il y a des gens qui n'imaginent pas de revenir. Ce que je veux dire par là, c'est que le panel est tellement vaste que c'est difficile de répondre à ta question. Un peu tous les cas de figure s'imposent. Tout à fait, mais je trouve que c'est important oui, justement, de discuter autour de tous ces cas de figure qui sont comme malgré tout assez variés, mais qu'il y a quelque chose qui est en commun entre toutes ces personnes-là, c'est qu'elles vont découvrir quelque chose de nouveau. Elles vont découvrir une nouvelle culture, une nouvelle manière de fonctionner, un nouveau fonctionnement administratif aussi, des chocs culturels parfois aussi, auxquels on ne s'attend peut-être pas forcément, aussi un isolement par rapport à sa propre famille. Et du coup, c'est peut-être t'en vois d'autres encore des défis dans lesquels sont confrontés tous les expatriés? Alors on a fait un dossier sur le conjoint expat, donc la personne qui accompagne celui qui part pour aller travailler dans un autre pays. On a vu à quel point ça pouvait être un défi pour le conjoint, parce qu'il met sa carrière professionnelle entre parenthèses. Tu parlais d'isolement il y a quelques instants. Je trouve que c'est un peu un dossier tabou qu'on met sous le tapis, l'isolement. C'est que, en effet, on se retrouve loin de sa famille, loin de ses parents qui vieillissent, parfois loin de ses enfants quand ils ont grandi. Et souvent, quand on est expat, on a des enfants expats qui eux-mêmes partent. Bah, il faut accepter ça. Donc, l'isolement, la solitude, ça peut être un peu le revers de la médaille. Je pense que vivre à l'étranger, c'est pas simple, c'est pas si simple que ça. Heureusement, je trouve que la France met à disposition beaucoup de ressources. Il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de ressources en ligne, il y a beaucoup de structures qui accompagnent le français de l'étranger et qui rendent cette aventure un peu plus facile. Je me souviens de plusieurs interviews qu'on avait menées autour du sujet. C'était comment l'expatriation avant Internet, à une époque où passer un coup de fil à sa famille en France, ça coûtait à la minute des francs, et beaucoup de francs. C'était une époque où quand on voulait envoyer un courrier, c'était sur un papier très léger et il Oui, fallait je m'en 3 mois rappelle. pour que ça arrive. Ouais. Donc tout ça a bien changé aujourd'hui et on a beaucoup plus d'informations et beaucoup plus de solidarité quand on arrive dans un pays étranger et qu'on est français, parce que on a une diaspora qui est présente un peu partout. On n'a pas le chiffre précis, hein, mais on parle entre 3 et 3,5 millions de Français qui vivraient hors de France. Il y a que la moitié d'entre eux qui s'enregistrent sur le registre des Français de l'étranger. L'autre ne veut pas le faire ou n'a pas pensé à le faire. Mais voilà, on est sur un chiffre qui est quand même assez important. Et puis, ce que j'ai surtout constaté, c'est qu'en effet, la découverte d'un nouveau pays, d'une nouvelle culture, d'une nouvelle nourriture. Alors, le français parle beaucoup de nourriture, hein, c'est terrible. Le pain, le vin, le fromage, c'est pas un cliché, hein, quand on est à quelques milliers de kilomètres Ça, c'est vrai, je de la confirme. France, on y pense souvent. Ce que j'ai découvert, c'est que le français qui vit hors de France a une bien plus belle image de la France que le français qui y vit. Et alors là, je suis assez sidéré parce que je me rends compte que les Français de France devraient tous écouter la radio des Français dans le monde, ce qui ferait quand même 70 millions d'auditeurs supplémentaires, parce que ça donne vraiment un autre éclairage sur la France, sa structure. Alors, on peut reconnaître que en politique, par exemple, en ce moment, c'est quand même pas le pied, hein, il y a quelques dysfonctionnements, mais qu'on retrouve un peu dans tous les pays occidentaux. Mais au demeurant, on a quand même un système de santé qui est quand même Hors du efficace, commun. hors du commun, voilà. Mais il faut le dire, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que, notamment dans les médias français, qui ne parlent jamais des Français de l'étranger, on n'en entend jamais parler, on passe son temps à se plaindre et à voir ce qui ne va pas. Et moi, ce qui m'a beaucoup surpris ces dernières années, c'est que ces Français de l'étranger mettent en lumière tout ce qui va en France. Et je me dis, c'est quand même incroyable. Et puis, ça donne une richesse. On a fait un dossier aussi sur les ados qui accompagnent leurs parents, apprendre une nouvelle langue, un autre système scolaire, s'ouvrir vraiment, devenir citoyen du monde. Ça va être ensuite un bagage pour tout le reste de sa vie. Donc tout ça, je trouve que c'est assez dingue et c'est une richesse qui est relativement trop peu exploitée.
On devrait plus s'en occuper, plus les écouter, parce qu'ils ont beaucoup de choses à apprendre, ces Français qui vivent loin de France. Moi, j'étais très frappée de voir, combien, la la pensée française était singulière, est singulière. Elle est on est un peu, en tous les cas, nous, dans les 3 pays que nous avons fait, heu, il y en a pas un autre qui pense où les habitants pensent comme nous. On a une capacité à jongler avec les concepts, à être créatif, à chercher d'autres idées ailleurs, j'utilise beaucoup cette image en disant: «À un Français, on lui dit blanc, il va penser, neige, marié, nuages». En tout cas, dans les pays qu'on a fait, quand on dit blanc, ben, blanc, c'est blanc, quoi. Ouais, et ouais. et Et, et du coup, on peut être même parfois déstabilisant, d'ailleurs. j'ai Heu, trouvé que, pour une fois, la France avait réussi vraiment à montrer le meilleur d'elle-même pendant les JO. Je trouve que la ouais. cérémonie d'ouverture, ça a été vraiment la valeur intrinsèque de ce qu'est le français. Exactement avec ce que tu disais, un regard très, très différent. On arrive à prendre des chemins différents pour arriver à un endroit. Et cette richesse, je trouve qu'on l'a vu dans cette cérémonie, globalement dans ces jeux. Et ça a fait briller une particularité très forte qu'a le français. Et contre toute attente, alors qu'on pense que tout ça s'abîme avec le temps, je pense que ça reste très ancré quand même en nous d'être originaux, de savoir voir les choses un peu différemment. Il y a une belle culture, il y a une belle richesse dans notre culture. C'est un beau pays. On y mange bien, je reviens là-dessus. Donc il y a quand même beaucoup d'atouts. Je pense qu'il faudrait qu'on arrive à plus souvent se féliciter, comme on a pu faire après les JO, où tout le monde était fier d'être français. Ben, je trouve qu'on devrait plus souvent être fier d'être français. Je suis complètement d'accord avec toi et puis je trouve que les JO ont montré, une image aussi, où il y a eu beaucoup de bienveillance, beaucoup d'entraide, beaucoup de solidarité, beaucoup d'accueil de l'autre différent et ça, je trouve que c'est super riche. Exactement Bon, et je trouve qu'on devrait davantage l'exploiter ça. la porte s'est quand même violemment refermée avec l'arrivée de Trump, son discours aujourd'hui, justement sur les minorités. Voilà, on sent que rien n'est gagné en plus. Donc, c'est quand même important toujours de rappeler les valeurs que l'on a. Et je trouve que les crier aussi haut et fort qu'on l'a fait pendant les JO, c'était un peu culotté. Pas sûr qu'à Los Angeles, la prochaine fois, on retrouve toute cette ambiance. Ça sera différent, mais à côté de ça, bon, les Américains, pour y avoir vécu, sont des gens qui sont profondément accueillants, qui sont très à l'écoute, et puis qui ont cette espèce de d'âme d'enfant, en fait, de temps en temps qu'on oublie un petit peu, de savoir, se projeter dans notre âme d'enfant et puis savoir rire, oublier un petit peu tous ses soucis, puis savoir s'amuser, et profiter de l'instant présent. J'aimerais bien. J'aimerais bien. On verra, ouais, ça c'est sympa, c'est sympa. J'ai envie de revenir un petit peu sur cette notion, d'isolement. Comme tu me disais, surtout que c'est quelque chose, effectivement qui est un petit peu, tabou. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée, quand on est revenu en France ou quand on revient, c'est finalement on se dit: «Oh bah, de toute façon vous avez une vie dorée, tout est magnifique pour vous là-bas», c'est pas complètement la réalité. Il y a des belles choses et puis il y a des choses qui sont plus difficiles et il y a cet isolement justement d'être loin de sa famille, loin des événements qui se passent, Mhm. un mariage, un baptême, Alors, on l'a vu pendant le Covid, un enterrement. Un enterrement. un Il y a des gens qui se sont enterrement. retrouvés à voir en visio avec un téléphone qui était connecté pendant l'enterrement. Tu es à 5 000 kilomètres, tu perds un proche, tu peux pas être là. Parce qu'on se rappelle qu'à l'époque, en plus, on pouvait pas rentrer. Les vols étaient interdits, enfin, les Absolument, frontières étaient fermées. Ça a été un peu un traumatisme, je pense, pour un certain nombre de Français de l'étranger. Mais cet clairement. isolement, comme tu le disais, c'est tabou. Je pense que quand on appelle la France et qu'on a un état d'âme moyen, parce qu'il y a des jours où on se sent moins bien que d'autres, mais qu'on est sur une plage et que on raconte que ça va pas, la réponse souvent c'est bah oui mais toi t'as pas à te plaindre. C'est une phrase qu'on peut entendre souvent parce que ben t'es bien, t'es au soleil, tout va bien pour toi, t'es dans une belle maison, etc. Bah oui mais ça on peut être seul quand même, même dans une grande belle maison au soleil on peut être seul. Je l'ai remarqué assez fortement. J'ai été animateur d'une convention Flamme, qui est un réseau d'associations qui apprend le français aux enfants pour qu'on puisse maintenir du français quand on est en expatriation. Il y a plein d'associations dans le monde qui se fédèrent pour réunir les enfants le samedi, pour leur parler en français, pour
pour leur faire étudier en français. Et tous ces membres de l'association, en fait, ont répondu à des questionnaires et le mot de solitude est arrivé souvent. Alors là, c'est un peu différent, c'est la solitude dans le monde associatif, qu'on peut par ailleurs sans doute retrouver aussi dans le monde associatif quand on est français de France, mais parce que il faut faire beaucoup de choses avec pas beaucoup de moyens. Mais ce terme m'a marqué d'arriver à déclarer qu'on peut se sentir seul. Et je pense qu'en fait, on ferait vraiment une étude un peu plus creusée sur les 3 millions de Français qui vivent hors de France. C'est sans doute quelque chose qui reviendrait comme plus souvent qu'on ne le croit. Parce qu'en effet, voilà, on peut se retrouver parfois avoir un peu le blues. Parce que rentrer, c'est parfois très cher, donc c'est pas facile à faire. Rentrer en France quand on est français de l'étranger, c'est pas non plus un moment de tourpeau. Parce qu'on revient, Confirme. toute la famille veut voir, donc on fait des repas qui s'éternisent. On profite pas vraiment. Moi, j'ai interviewé une Française qui vit en Angleterre il y a peu de temps et qui dit, on a décidé avec mon mari, par exemple, que une vacance sur 2, on allait en France, l'autre vacance, on allait ailleurs pour pouvoir vraiment être en vacances. Et on a prévenu la famille, ne vous vexez pas, on se prend une semaine et on vient pas vous voir, mais parce qu'on a aussi besoin d'avoir un petit peu de temps de repos. Quand on est français de l'étranger et qu'on revient, on est pris dans une spirale un peu familiale et amicale qui fait que c'est pas très reposant. Donc voilà, il y a quand même plein de données qu'on n'imagine pas et qui existent assez fortement. Et c'est d'ailleurs un peu, pour moi, un plaisir de mettre en lumière notamment des zones un peu sensibles ou des tabous parce que ça existe. Donc je pense que si ça existe, faut en parler, quoi. Mmh. Ah bah, je confirme que plus d'une fois tu dis: «Mais qu'est-ce que je fous là?» En me disant: «Non mais qu'est-ce qui m'a pris? Je suis complètement tarée, j'ai pas la copine que je peux appeler pour, aller boire un café avec elle, il y a tout ce tissu amical qu'il faut reconstruire». Alors certes, ça va quand même assez vite, mais il faut se bouger quoi, ça vient pas tout seul. Il faut tout le temps aller à la pêche, l'important d'être acteur en fait Ouais, faut être proactif dans sa recherche, ouais. Exactement. Quand on revient en France, parfois on est surpris que ses amis historiques sont un peu en déphasage avec soi parce que nous on a vu d'autres choses, on s'est ouvert sur le monde et la personne qui était un ami très proche, finalement il y a peut-être un peu d'éloignement qui s'est créé parce que il comprend moins les problématiques que j'ai pu traverser. Donc c'est pas très très simple. J'ai souvent même des expats qui me disent quand ils sont rentrés en France ils sont presque plus amis avec des ex-expats avec qui ils ont gardé un contact qui est plus fort qu'avec des anciens amis qui n'ont pas compris que j'étais revenu différent, en fait. Mmh mh. Je confirme. Je voulais te demander, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie de s'expatrier? Je pense qu'il faut bien se préparer. En fait, on a un petit souci, c'est que le français pense que ça va toujours aller. Il a un peu une grande gueule, hein. C'est pas, on me l'a comme dit très souvent. Souvent, quand on arrive dans un pays, voilà, on vient avec tous nos bagages culturels, historiques. De temps en temps, il faut savoir un petit peu se taire, il faut savoir un peu regarder comment fonctionne l'autre, se préparer à la différence culturelle. Et des enquêtes montrent que très peu de Français s'y préparent. Alors, on s'y prépare, par exemple, quand on va au Japon. Voilà, on doit partir travailler au Japon dans sa boîte qui nous envoie là-bas. Là, on se dit, voilà, c'est pas la même langue, c'est pas la même façon de fonctionner, on va pas manger pareil. Donc là, je dois me préparer. Et si on part pour aller travailler en Allemagne, on se prépare pas. Parce que bon, voilà, c'est un pays européen, c'est à côté, on aura vite fait l'aller-retour. Et finalement, tous ceux qui se préparent pas pour aller dans des endroits qui sont très proches, mais finalement extrêmement différents, prennent une claque et subissent un peu au début la courbe de l'expatriation, hein, où on a une petite période d'euphorie au début et ensuite une espèce de gros down. Et justement, en ce moment, on peut se sentir seul, on peut se sentir incompris, on peut se sentir pas à sa place. Et toutes les études montrent que quand on s'y prépare, quand on a plein d'outils aujourd'hui, des choses en ligne, il y a des coachs, il y a des solutions pour se préparer au départ. Et quand on se préparait, ça va beaucoup mieux. Notamment tout l'univers interculturel aujourd'hui, il y a des super méthodes pour se préparer. Puis il y a Internet, on peut se renseigner, trouver des gens qui vivent là-bas, écouter la radio des Français dans le monde, des choses comme ça. Mais on part un peu plus armé à prendre la claque du changement. Et pareil dans le retour. C'est-à-dire que le retour en France après avoir vécu à l'étranger, on en a fait un podcast tous les deux, c'est pareil. C'est aussi un truc qu'on prépare parce que, évidemment, il y a tout le volet administratif
Il y a des gens qui sont partis pendant 15 ans, ils ont plus de compte bancaire, ils ont plus leur carte vitale, ils savent pas dans quelle ville ils vont rentrer en France. La France a changé au bout de 15 ans, hein. Les différentes villes qu'on a connues, 15 ans plus tard, elles sont un peu différentes. Donc, ça se prépare aussi dans l'autre sens. Quand on revient, ça se prépare aussi bien de façon technique que de façon intellectuelle, parce qu'on va retrouver un monde qui a évidemment irrémédiablement changé. Donc, je pense que la préparation, c'est vraiment la solution idéale. Et il y a beaucoup de ressources pour se préparer. Mmh. Et je suis d'accord avec toi, la préparation, pour partir évidemment et aussi pour revenir. Je ne pensais pas que le retour, pouvait être aussi violent. Hem, quand on dit que quand on arrive quelque part, on a besoin d'un an pour aller trouver ses marques et se sentir un peu chez soi. Parce qu'il y a cette espèce de sentiment qui est assez un peu désagréable. La première année, on n'est ni de là-bas, ni d'ici. C'est ça. Et du coup, on ne se sent pas forcément très à l'aise. Il faut à peu près une petite année pour vraiment se sentir bien. Et quand on rentre, on ressent exactement la même chose et on a un peu de mal à comprendre. Moi, j'ai eu un peu de mal à comprendre en me disant: «Mais enfin bon, c'est quand même ton pays». Mais à la fois, j'étais plus de là-bas, mais j'étais pas d'ici. Ouais. Et ça, je l'ai avec des binationaux. Par exemple, j'ai interviewé une fille qui est née de parents français à Montréal. Elle est née là-bas, elle a grandi là-bas. Et puis, arrivée à l'adolescence, elle a voulu faire ses études supérieures en Europe. Elle est revenue et elle avait cet accent canadien. Mais elle est complètement française, hein. Ses parents, son père, sa mère sont français. Et elle disait, alors c'est quand même un peu gênant, c'est que quand je suis au Canada, je suis une Française. Et quand je suis en France, je suis une Canadienne. Je suis jamais à ma place un peu. Et ce sentiment, parce que on est dans un podcast qui s'appelle 2 minutes de bonheur. Le sentiment de bonheur, quand on n'est pas à sa place, c'est difficile de le trouver. Donc voilà, faut s'armer un peu avec ça, faut avoir des réponses. C'est sûr que si tu réponds avec un accent à la Céline Dion, que tu es complètement français, la personne en face risque de pas bien comprendre parce que on comprend pas, on sait pas qu'il y a autant de gens qui sont nés ailleurs, qui ont grandi ailleurs, qui ont fait des études ailleurs, qui ont travaillé ailleurs et que ça les a changés en fait. La Mmh. personne de France, elle a toujours connu le même écosystème, donc elle s'en rend pas forcément compte. Mmh. Donc voilà, faut se préparer parce que le retour en France, c'est comme une expatriation finalement. Exactement, On commence une exactement. nouvelle aventure. Merci, Gauthier pour tous ces petits tips et cette nouvelle et oui, cette orientation un petit peu différente et cette vision de l'expatriation, que je trouve bonne de partager. Je trouve que c'est très intéressant. Et hop, je me lance. On va passer à nos questions, notre petit questionnaire de Proust autour du bonheur, parce qu'on n'est pas à 2 minutes de bonheur sans parler de bonheur. Et bien que être avec toi est un vrai bonheur aussi. Merci. Et dis-moi, quels sont tes 3 synonymes de bonheur? Bon, on va être cohérent, donc rire. Le partage avec l'autre, je trouve que j'arrive maintenant à être heureux quand je suis tout seul, mais je suis quand même toujours plus heureux quand je suis bien accompagné. Mon conjoint, je sais pas comment c'est possible. Ça fait 12 ans, mais c'est toujours aussi agréable et même et vital d'être à ses côtés. Donc, lui, mes enfants, ma famille, enfin, c'est des trucs un peu cons, mais c'est du bonheur. Hier, j'ai mangé chez mes parents qui vieillissent aujourd'hui beaucoup. Donc, j'essaye d'aller souvent les voir parce que je sais que ça va être une vraie bulle de bonheur pour eux, pour le coup. Là, on a passé un super moment. Voilà. Rire, partager, et puis la musique après, parce que la musique, là, c'est le seul moment où je vais être tout seul, par exemple, et où je vais vraiment me sentir bien, parce que je trouve que ça a une vocation incroyable. Une belle chanson, même si une belle chanson peut te rendre triste, il y a du bonheur là-dessus. Enfin, je trouve que c'est incroyable. On parlait des JO. La Céline Dion, bon, je suis pas un fan de Céline Dion particulièrement, mais la voir sur cette tour Eiffel, chanter l'hymne à l'amour, ça m'a traversé le corps, quoi. C'est C'était sublime, sublime. en plus, après, t'as Jolie qui raconte qu'au moment où la Céline s'est mise à chanter, que ça a arrêté de pleuvoir sur la capitale. Je sais pas. Bon, la musique, moi, je vais à un concert, ça me traverse le corps. En voiture, je mets à fond, je chante. J'ai besoin de musique. C'est vital. Et donc, ces 3 éléments, voilà, ça serait la petite définition du bonheur. Super. Et en 2 minutes, qu'est-ce que tu aurais envie de proposer à nos auditeurs pour qu'ils soient plus heureux? Déjà, d'écouter la radio des Français dans le monde, ça fait un peu de pub. Mange pas de pain. Je suis assez abasourdi par la capacité à pas
oser faire les choses qu'on aime. Donc, je pense qu'il faut vraiment se dire, si c'est ça que je veux, c'est ça que je fais. Si ça plaît pas aux autres, j'en ai rien à battre. Voilà, je crois que le bonheur vient pas tout seul. C'est une lutte. Qu'est-ce que je vais faire qui va ressembler le plus à ce que j'ai envie d'avoir et d'être? Et c'est pas simple. Mmh. Ça L'important tombe pas d'être du- actif dans cette recherche de bonheur. Je crois, il y a des gens qui m'ont répondu ouais, mais c'est facile pour toi. Alors ça m'a interrogé, je me suis dit pourquoi ce serait facile pour moi? Je pense que c'est pas que c'est facile pour moi, je pense que c'est difficile pour lui. Peut-être que c'est mon caractère, peut-être que c'est mon expérience, je sais pas, mais en tout cas, je pense en se battant un peu pour atteindre ses objectifs, ça fonctionne. En fait, on choisit, quelque part, de voir les bons côtés des choses et aujourd'hui, toi, tu choisis de mettre en œuvre ce que tu aimes et de le faire au quotidien, d'oser le faire et bah, de ce fait-là, inévitablement, tu es heureux, c'est sympa. Alors inévitablement, après, évidemment, il y a des obstacles de la maladie, il y a des choses des paramètres donc qu'on ne maîtrise pas. Hein, Bien sûr. je le sais très bien et je les intègre aussi. Par exemple, la peur de la mort. Enfin, c'est un vrai sujet chez les gens. Moi, honnêtement, je trouve que d'avoir passé le cap des 50 ans, c'est magique. Moi, j'ai trouvé ça adorable parce que j'avais un peu peur. On nous décrit tellement le passage des 50 ans. Alors, le jour de tes 50 ans, on te dit ah ben là, c'est parti pour la deuxième partie de ta vie, tu vas vers la mort. Voilà, j'ai trouvé ce jour incroyable et tous les gens qui m'appelaient, ah t'as 50 ans, ben voilà, c'est une étape importante. Maintenant, ça va vers la fin de vie en gros, hein, pour résumer. Je me suis dit, dis donc, ils sont sérieux les gens. Et en fait, cette image d'Épinal autour du break des 50 ans, moi, ça m'a plutôt fait l'effet inverse. Évidemment, c'est plus après 50 ans qu'on va être le plus beau. Donc, quand on s'en fout d'être beau, ben, je trouve qu'on est un peu plus beau, finalement. Quand on n'a plus la pression de réussir dans la vie, de faire des grandes choses, parce que bah, voilà, tu as 50 ans, donc en gros, les trucs importants, tu les as fait professionnellement à 30 ans. Hein, puis, les enfants, bah, moi, ils sont grands, donc maintenant, ils vivent leur vie et je les ai pas trop mal éduqués, je pense. Donc, ils sont plutôt bien dans leur vie. Donc, je suis content. Donc, ce barrage des 50 ans qu'on nous vend comme étant quelque chose d'assez terrible à vivre, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment cool, en fait. Et ça m'a pas mal libéré, en fait. Je me sens mieux, plus léger. Malgré que j'ai pris quelques kilos supplémentaires, mais contrairement à ces kilos, je me sens plus léger. Moins de pression aussi. Donc c'est plutôt agréable. Ah bah, écoute, merveilleux. Mais écoute, en tous les cas, merci Gauthier pour ce partage, très inspirant sur ce qu'est le bonheur pour toi. Alors on a une petite tradition à Bulle de Bonheur, c'est qu'on termine toujours avec une petite mousse, hein. Je crois que la petite mousse de cette semaine, elle va venir de Gauthier. Je vais te donner ma citation préférée, pas autour d'une bière parce que je suis un nordiste et que je ne peux pas boire de bière. Le goût du houblon me lève le cœur. Donc à 53 ans, je n'ai jamais bu un verre de bière de ma vie. Donc c'est paradoxal. Je bois du pastis. Donc je me suis trompé de région. Hein. Ben moi, ma phrase, et qui me suit depuis vraiment longtemps, hein, c'est de Ridley Scott. La vie a plus d'imagination que n'emportent nos rêves. Et je trouve que Waouh! intégrer le fait que, quoi qu'on décide, quoi qu'on fasse, quoi qu'on mette en œuvre, ce qui arrivera dans les 10 prochaines minutes, on ne peut pas savoir. Et ça peut tout changer. Face à ça, savoir intégrer que dans 10 minutes, tout peut changer, ben moi, ça me booste, ça me fait du bien. Je trouve que savoir que rien est prévisible et que donc tout peut arriver, bah, c'est plutôt excitant. Et donc la vie a plus d'imagination que n'emportent nos rêves. Génial. Écoute, merci beaucoup, Gauthier de cet échange, bien sympa et extrêmement, gai et puis, j'incite tous nos auditeurs à aller écouter la radio des Français dans le monde. Tu nous redonnerais la fréquence sur laquelle on te trouve? Alors le plus simple, c'est soit le site internet françaisdanslemonde.fr ou alors encore plus simple, d'installer l'application Français dans le monde qu'on trouve sur Google ou sur Apple. Donc Français dans le monde, application sur laquelle on retrouve la radio et tous les podcasts. Génial, super. Eh ben, écoutez, téléchargez tous votre appli. Merci Gauthier. Merci Raphaël. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles
laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.